Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de l'interview. Aujourd'hui, je reçois Thierry Mungala, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement congolais. Avec lui, nous allons évoquer la dette du pays et la reprise des négociations avec le Fonds monétaire international, mais aussi la situation sécuritaire et humanitaire dans le Poul, région théâtre de violence depuis 2016 entre l'armée et les rebelles. Bienvenue Thierry Mungala. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Thierry Mungala, la dette du Congo atteint des sommets. Elle était estimée à fin décembre 2017 à 127% du PIB. Est-ce que le Congo est au bord de la faillite? Bon, c'est une situation qui, bien entendu, a été considérée comme préoccupante. D'abord par les autorités du pays et puis par les partenaires multilatéraux. Alors au moment où nous parlons, comme vous le savez, nous sommes entrés dans un processus de discussion avec les créanciers, et ce dans le cadre d'un projet qui devrait nous conduire à la signature de l'accord définitif avec le FMI. Alors il y a deux branches dans les négociations en cours avec les créanciers. Une branche en direction des créanciers étatiques du type la Chine, et ce sont des discussions qui sont très avancées. Et enfin, une branche des négociations avec les créanciers d'ordre privé, notamment un certain nombre de traders à caractère pétrolier. Et je suis en mesure de vous dire aujourd'hui que ces discussions sont en très bonne voie. Est-ce que ça veut dire que la situation du Congo est tellement critique aujourd'hui, la seule voie, c'est de passer par le FMI? Non, vous savez qu'il y a des mécanismes techniques sur le plan financier international qui font qu'à un moment donné, pour que le pays retrouve ses aises et une certaine marge de manœuvre, il faut que la dette soit considérée comme soutenable. C'est un peu, à titre privé, comme quand quelqu'un est surendetté. Il est entendu que quand on est surendetté, on ne peut pas faire face à la fois au quotidien et au remboursement de la dette et à ses charges d'investissement. C'est donc ramener la dette à un niveau de soutenabilité qui soit un niveau convenable, et c'est l'objet des discussions avec les créanciers, pour ensuite entrer dans un programme qui permettra d'améliorer les performances économiques et de restructurer notre économie de manière à la rendre plus diversifiée. Est-ce que cela signifie que vous demandez l'allègement de votre dette? Il est entendu que le processus, une fois que la dette sera ramenée à des proportions soutenables, certainement avec des délais qui rallonge la durée des remboursements et avec des taux plus concessionnels, il est entendu que derrière, il s'agira d'obtenir un certain nombre d'effacements. Mais ça, c'est la phase postérieure ou ultérieure. Alors, pour bénéficier de l'allègement de cette dette par le FMI, le Congo doit respecter certaines directives, notamment renoncer à certaines pratiques comme les préfinancements pétroliers. Or, selon un média qui s'est appuyé sur les fameux Paradise Papers, votre pays se serait endetté auprès de la banque BNP Paribas grâce à l'aide du groupe Total, et ce par le biais d'un montage financier. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Je réponds qu'il s'agit d'une manipulation éhontée du journal Le Monde, moi je le cite, qui ne parle pas de la situation d'aujourd'hui, évoque une situation d'il y a une douzaine d'années qui concernait le précédent programme avec le FMI et qui a été purgé. Et puis, madame, de vous à moi, soyons sérieux, le FMI a été informé à l'époque de la situation particulière qui concernait cette affaire avec Total et la société Likwala SA. Et ça n'a pas empêché la conclusion de l'accord en 2009 et 2010. Vous voyez qu'on revient sur un process qui n'a rien à voir avec celui d'aujourd'hui, simplement parce que, comme par hasard, c'est le moment où le FMI est encore dans nos murs et on essaye quelque part d'exciter la curiosité du FMI sur une affaire qui est totalement purgée. Donc vous dites que cette transaction était connue du FMI? Non, mais elle est réglée. Elle n'est plus concernée. Elle ne concerne pas la période d'aujourd'hui. Elle concerne la précédente discussion avec le FMI qui a abouti heureusement à l'époque, en 2009 et 2010. Elle est purgée. Il s'agit probablement de la part de ces officines qui sont derrière le journal Le Monde de tenter de mettre le Congo en difficulté à un moment où le processus que je viens de vous décrire tout à l'heure est en très bonne voie. Alors si le Congo est admis à ce type de programme du FMI, cela passe par des directives, on l'a dit. Est-ce que ça passe aussi par des privatisations? Alors oui, il y a aujourd'hui, au-delà de la privatisation, parce qu'il faut certainement un certain nombre d'étapes. Vous savez, on ne fait pas changer le cap à une économie de la manière la plus simple possible. Une économie, c'est un supertanker. Et faire changer de cap à un supertanker, ça prend du temps. C'est pas un petit catamaran qui peut virer de bord tout de suite. L'économie congolaise est une économie qui est fondée sur deux aspects. D'abord, une économie de monoproduction qui s'appelle le pétrole. Il faut donc une action de diversification de notre économie et améliorer nos performances dans des secteurs comme l'agriculture, les services
et la production forestière, par exemple. Et deuxièmement, faciliter le bon fonctionnement ou le meilleur fonctionnement des entreprises actuellement dans le giron de l'État pour les rendre à la fois plus solvables, plus productives et en même temps préparer probablement, si ce n'est leur privatisation, mais au moins l'ouverture de leur capital. Donc c'est ce double mouvement qui fait l'objet aujourd'hui des discussions avec le FMI dans le cadre du programme, parce qu'il ne s'agit pas juste d'alléger la dette, mais dans le cadre de la réorientation de l'économie congolaise vers des activités diversifiées et plus productives. Et dans ce cadre, à quoi doivent s'attendre les Congolais? À un programme d'austérité? Bon, le mot austérité est un mot qui fait peur, qui est anxiogène. Je crois que d'abord l'État doit rompre avec un certain nombre d'habitudes, et il est en train de rompre avec ses habitudes. Il faut qu'il allège ses propres charges, il faut qu'il réduise la voilure de son fonctionnement, il faut également que l'État donne l'exemple en favorisant une gestion que je qualifierais de plus performante de ses finances publiques. Et c'est dans ce cadre vertueux que l'ensemble du système économique va pouvoir s'inscrire de manière à faciliter la transition entre les deux systèmes économiques. Thierry Mungala, on ne peut pas parler de l'actualité congolaise sans parler de la situation dans le pool. L'accord de Kinkala, signé en décembre 2017, ne fait pas l'unanimité. Certains, je cite l'Observatoire congolais des droits de l'homme, estiment qu'il consacre l'impunité des violations des droits de l'homme dans cette région. Qu'est-ce que vous répondez? Peut-il encore être modifié, cet accord? Bon, l'Observatoire congolais des droits de l'homme, qui est un organisme, une ONG de la société civile, fait souvent des déclarations à l'emporte-pièce. Quand il n'y avait pas l'accord, l'argument c'était de nous dire « attention, il faut l'accord, les populations souffrent ». Et effectivement, les populations en souffraient. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à une pacification de fait, à une réouverture du pool à la circulation, au retour progressif des populations, on nous parle de consacrer l'impunité. Non, le véritable processus pour que la paix devienne définitive et ancrée dans le pool nécessite la participation de toutes les parties à ce qui a été un conflit. Ces parties sont l'ex-rébellion, l'État et les cadres politiques administratifs qui doivent accompagner cette fois-ci le mouvement, pas comme la première fois il y a une quinzaine d'années où malheureusement il y avait peut-être une part, disons, d'imperfection du système qui a conduit à la résurgence de la rébellion. Cette fois-ci, nous sommes optimistes, mais à condition que le processus tienne compte d'abord du désarmement effectif. Alors justement, des ce désarmement, il a été annoncé pour le 5 avril 2018 dans le pool. Est-ce qu'il a débuté? Écoutez, c'est un processus là qui est très long, vous le savez. Ouais. Le désarmement ne se fera pas en une journée, pas en quelques semaines. Le désarmement consiste en quoi? D'abord à amener les ex-miliciens à restituer volontairement leurs armes. Mais il est entendu que le président de la République a proposé, courant octobre, quand il a reçu les notables du pool, il a proposé une sorte de rachat des armes concernées, des armes de guerre concernées au moment de leur ramassage effectif. Ça, c'est le premier aspect qui est essentiel et qui est absolument fondamental. Le deuxième aspect qui va consolider la paix et la rendre définitive, c'est la réinsertion socio-économique des ex-combattants. Seule une activité socio-économique permettra de faire que ces jeunes gens ne retombent pas dans les démons de la violence. Alors, le pasteur Ntoumi, qui est l'un des protagonistes de cette crise dans le pool, émet deux conditions pour l'application de l'accord de paix. La levée de son mandat d'arrêt, mais aussi la libération des prisonniers politiques. Est-ce que le gouvernement compte répondre positivement à ces demandes? Bon, vous savez que le processus est piloté à deux niveaux. Il y a le processus opérationnel, je viens de l'évoquer, ramassage des armes, retour des populations, libre circulation des hommes et des biens. Il y a un aspect plus politique qui est géré dans le cadre de la commission mixte qui a été mise en place par les deux partis. D'un côté, le pasteur Ntoumi et ses représentants, et de l'autre, l'État lui-même, avec une parité totale dans ce comité. Eh bien, toutes les questions d'ordre politique seront traitées et sont traitées de manière tout à fait claire dans le cadre de ce comité. Alors, en parlant de prisonniers politiques, Jean-Marie Michel Mokoko, général, ancien candidat à la présidentielle, est détenu depuis près de 2 ans maintenant, sans procès. Que dit le code pénal congolais à propos de la détention provisoire? Le code pénal congolais dit ce que la Cour suprême, qui dit le droit, vient effectivement de déclarer, suite à un recours qui a été effectué par ces inculpés, dont le général Mokoko. Eh bien, la prolongation de la détention provisoire est fonction tout simplement de deux choses, des nécessités de l'instruction, c'est le procureur ou le juge d'instruction qui demande, et de la
possibilité prévue par la loi de prolonger autant que faire se peut pour les nécessités de cette instruction. Alors là-dessus, je reviens sur un point très essentiel. Ouais. Partout dans le monde, l'instruction pose toujours problème. Plus l'affaire est complexe et plus elle est instruite, parce qu'elle est instruite à charge et à décharge. C'est-à-dire que, par exemple, dans le cas de M. Mokoko, il a ce qui est prévu par la loi et qui est pleinement son droit. À chaque acte de procédure, à chaque acte posé par l'instruction, il a exercé les voies de recours nécessaires. Donc quand vous exercez les voies de recours, ce qui est votre droit, forcément ça ralentit l'évolution du processus. Donc ces 2 ans d'attente, ce n'est pas dû au fait que le dossier n'est pas consistant. L'instruction est justement sérieuse. Et c'est parce qu'elle est à charge et à décharge. Et qu'apparemment elle contient des éléments suffisamment substantiels pour que chaque partie puisse discuter au fur et à mesure de leur présentation aux uns et aux autres de leur pertinence. C'est ça qui retarde. Madame, en France, en Europe, au Congo, comme partout dans le monde, le problème de la détention préventive se pose à partir du moment où on est en matière pénale, c'est-à-dire dans un domaine complexe. Et je n'irai pas jusqu'à parler de la Cour pénale internationale qui détient aujourd'hui en préventive l'ancien président Gbagbo depuis bientôt 7 ans. Voyez-vous, c'est une problématique qui n'est pas que congolaise, c'est une problématique qui est mondiale. Thierry Mungala, l'avocate de Jean-Marie Michel Mokoko, évoque des conditions de détention désastreuses. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Je réponds que Maître Finel, je crois, fait ce qu'on appelle une opération de diversion. Parce qu'il faut savoir que les avocats de M. Mokoko, comme ceux de l'État, ont accès au dossier et savent quelle est la substance et le caractère sérieux des charges qui sont dans le dossier. Et je crois qu'on essaye, parce qu'on craint le procès, on essaye d'habiller tout ça et de décrédibiliser la procédure en portant le débat sur autre chose. D'après les informations dont dispose l'administration pénitentiaire, je dis bien l'administration pénitentiaire, qui gère la condition de chaque détenu, les conditions de détention de M. Mokoko sont tout à fait conformes à ce qui est prévu par la loi. Il est entendu de vous à moi que quand on est prisonnier, on est forcément sous stress, et je le reconnais. Mais quelqu'un qui est logé dans une cellule de 80 mètres carrés, totalement meublée, qui a accès à sa nourriture personnelle, non pas parce qu'on voudrait l'empoisonner, mais parce que c'est prévu par la loi, qui reçoit les visites quotidiennes de sa famille, et notamment de son épouse, on ne peut pas considérer qu'il soit détenu dans des conditions dantesques ou qui relèveraient de la torture psychologique. Je crois qu'il s'agit d'une manœuvre de diversion parce que l'on craint la substance et le contenu sérieux des charges qui pèsent contre le général Mokoko. Thierry Mungala, vous êtes ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement congolais. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous le rappelle, vous pouvez suivre cette émission et nos autres programmes sur www.africa24tv.com. Et à bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'interview.